Et en fait, j'ai pris conscience qu'effectivement, le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. Et que vraiment, à chaque vague, succède une autre vague, ça s'arrête jamais. Il y a des vagues plus grosses que d'autres. Il y a des petites vaguelettes, il y a des tsunamis. Enfin voilà. Et pour moi, c'est un peu ça le cycle menstruel. On va en vivre à peu près 500 dans une vie. Et j'ai pris conscience que la proposition sociétale par rapport à ça, c'était de se prendre la vague dans la tête et puis d'être traversé comme on peut par cette vague d'énergie, d'émotion. Et puis de préférence de le gérer en silence. Alors certaines, ça fait vraiment machine à laver, l'impression d'être complètement brassée par ça. À peine le temps de reprendre leur respiration et puis la vague suivante se reprend, on se la reprend sur la tête. D'autres, elles ont juste l'impression de pas d'être à peine bousculées, voire rien du tout. Tu vois, ça va être très différent de l'une à l'autre. Mais n'empêche que la proposition de la société, c'est de vivre ça en silence. Et puis chacune dans notre coin. Et puis on sait pas que les copines, les voisines, les femmes qui passent dans la rue, même les hommes transgenres qui ont un cycle, ou voilà, les personnes non binaires aussi qui ont un cycle. Enfin, on sait pas que toutes ces personnes partagent quelque part un vécu parce qu'on s'en parle pas. Talk Podcast. Pour la première fois, cet épisode est coupé en 2 parties. De 1, parce que je me rends compte qu'un épisode d'1 heure, c'est parfois long et que c'est plus facile d'écouter 2 épisodes plus réduits. De 2, parce que je vais petit à petit changer le format de Talk Podcast et vous proposer plus de témoignages sur plein de thématiques différentes dans la sexualité, évidemment. Donc, c'est un premier test et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. De 3, parce que j'ai aussi enregistré cet entretien avec Gaëlle en 2 fois, parce que j'étais tellement intéressée par son parcours et la méthode de Kiffe ton cycle que j'en ai oublié de poser les questions au cœur de Talku, le lien entre cycle et sexualité. Voilà, vous savez tout. Bonne écoute. Et bien du coup, c'est bon, c'est parti. Du coup, merci Gaëlle, comme je te disais, d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que je peux te laisser te présenter comment tu es passée d'une carrière dans la banque à coach professionnel et certifié. Alors, je vais pas dire tous les certificats, mais que j'ai découvert moi aussi dans le milieu particulier, donc pas tant que ça finalement, du cycle menstruel. Tu as lancé le mouvement, si je puis dire, Kiffe ton cycle. Et qu'est-ce que c'est exactement et comment ça s'organise? Waouh, ça fait plein de questions. Déjà, merci Ouais, beaucoup de m'avoir invitée parce que je pense que c'est important d'en parler. Donc, merci. Comment je suis passée de ça? C'est par une histoire personnelle, comme beaucoup d'entrepreneuses, je pense, et d'entrepreneurs d'ailleurs en général. Je travaillais dans la banque, j'avais une belle carrière, j'étais plutôt contente de tout ce qui se passait pour moi. Et quand j'ai voulu avoir un enfant, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et je me suis retrouvée à faire la procréation médicalement assistée. Et dans ce parcours, il se trouve que j'étais directrice d'agence bancaire à l'époque et je me suis retrouvée avec de très fortes émotions après avoir commencé à me piquer aux hormones. Donc à me retrouver à pleurer devant un client qui me présentait son projet d'entreprise parce que je trouvais ça trop mignon. Ou alors me retrouver à perdre un petit peu mes nerfs et à m'énerver fort contre des collaborateurs alors que habituellement j'ai plutôt un self-control intéressant. Et donc je sentais que je vacillais au niveau émotionnel et quand j'ai demandé au médecin ce qui se passait, ils m'ont dit il y a pas trop de raisons, non, peut-être le stress de vouloir avoir un enfant et tout ça s'est conclu par un burn-out. Pendant ce parcours de procréation médicalement assistée. Donc j'ai décidé, puisque je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé, alors bien sûr j'étais en surinvestissement professionnel, je vais pas dire le contraire, mais j'ai eu l'impression d'avoir été poussée sur un toboggan glissant par je ne sais quoi, et donc j'ai commencé à faire des recherches pour moi-même pour comprendre l'impact des hormones sur moi, qu'est-ce que ça avait pu faire. Et donc j'ai compris qu'effectivement m'étant injecté des quantités astronomiques d'hormones pour la procréation médicalement assistée, comme j'ai découvert dans mes recherches que les hormones avaient un impact sur nous, sur notre psychologie, sur notre physique, sur notre humeur, sur tout ça, eh bien, j'ai découvert par la même occasion que tout ça avait certainement joué. Et par la même occasion, par un effet rebond, que ces variations, elles existaient alors beaucoup moins importantes, mais dans notre cycle menstruel et qu'on nous en parlait jamais. Bien sûr.
Donc voilà un petit peu le processus, enfin l'idée de ce qui s'est passé. Et puis après, en fait, j'ai eu une petite fille. À l'époque, mes horaires de banque étaient totalement incompatibles avec le fait de voir un enfant grandir. Mais là, tu continuais t'as pu avoir ta fille et tu as continué à travailler après ce burn-out? Tu Oui, es tout à revenue au fait. travail J'ai petit repris le à petit? travail. Ma fille est arrivée un peu plus tard, en fait. OK Ça et a pas fonctionné tout de suite. tu as fait ce burn-out et tu as commencé à t'intéresser à toutes ces questions d'hormones, de cycles et cetera. Tu t'es remise et tu es retournée au travail, en banque, Oui. tout en continuant en parallèle ces recherches, du coup? Oui, mais c'était vraiment à titre personnel à ce moment-là. Donc c'était vraiment pour moi, pour comprendre, quoi. Mais effectivement, oui, je suis repartie et puis je suis repartie bien. Ça s'est bien passé parce que moi, j'ai changé des choses, donc ça s'est mieux passé à mon retour, donc tout allait bien. Et voilà. OK et c'était ça quoi qu'est-ce que ça a été du coup? J'avais pas compris. Moi, je pensais que ça avait un peu fait la transition, là, que c'était un peu le burn-out qui avait été ce déclic. Non. Hem et en fait, pas un petit peu quand même, c'est un gros événement dans sa vie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après être retournée en banque, du coup, tu t'es dit, «Je vais monter, quelque chose, il y a quelque chose à faire, j'ai une parole à apporter dans ce domaine-là, dans toutes ces découvertes que j'ai fait au niveau de l'impact du cycle sur, notre vie personnelle et comment l'organiser et mieux gérer, et accepter, surfer du coup, on y reviendra sur ce cycle. Et bien en fait, ça s'est encore fait en 2 étapes supplémentaires. La première a été la naissance de ma fille, où je ne savais pas que j'attendais une petite fille. J'avais bébé surprise entre guillemets, on savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et le jour de sa naissance, sur la table d'accouchement, quand j'ai découvert que c'était une fille, à la fois j'étais heureuse et à la fois il y a eu un truc en moi de la panique de me dire mais qu'est-ce que je fais à mettre au monde une fille quoi, avec toutes les difficultés aujourd'hui d'être femme dans ce monde, toutes les inquiétudes qu'on peut porter en tant que parent, qu'au niveau du boulot ce soit plus difficile, qu'au niveau des agressions il y ait plus de risques, au niveau de, tu vois, j'ai eu un peu cette avalanche là qui m'est tombée sur la tête alors que moi je l'avais jamais vraiment conscientisé pour moi. Mais j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu une connerie en disant, en mettant au monde cette petite fille dans ce monde aussi imparfait, tu vois. Et donc ce jour-là, sur la table d'accouchement, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, je veux que le monde ait changé avant ses 18 ans, pour que le moment où elle s'envolera dans le monde, le monde ait changé et soit différent de celui dans lequel moi je me suis envolée. Donc ça, c'est la promesse que je me suis faite, mais sans savoir ni quand, ni comment, ni quoi, ni ce que j'allais faire. Mais voilà. Elle a quel âge là, du coup, Elle a maintenant? 7 ans. Enfin, elle va avoir 7 ans en janvier. Il me reste quelques jours avant qu'on passe les 7 ans. Voilà, donc Ça va être encore un peu de marge jusqu'aux 18 ans, quoi. ouais, mais ça va vite quand même, hein, l'air de Ouais, rien, voilà. Et donc un peu après sa naissance, donc j'ai pris la décision au moment de sa naissance de ne pas retourner travailler à la banque puisque les horaires étaient pas compatibles. Et donc après sa naissance, j'ai commencé à accompagner les femmes en coaching puisque je m'étais déjà formée au coaching avant. Et d'accord. j'ai commencé à les accompagner et je me disais voilà, accompagner le leadership féminin, finalement, c'est un moyen de changer le monde. Donc voilà. Est-ce qu'à l'époque, tu t'étais formée au coaching, mais pour le cadre, de la banque, pour, le côté plutôt, coacher les femmes, dans une carrière en banque? C'était dans quel Je contexte? m'étais formée au coaching après mon burn-out. Dans le contexte déjà de comprendre comment moi gérer mon propre stress et mon propre cheminement et comment accompagner mes collaborateurs que je voyais en grand danger eux-mêmes de faire des burn-out et que je voulais pouvoir accompagner plus comme une coach que comme une manager qui relève les compteurs. D'accord. OK. Donc, OK. donc voilà. Et puis donc j'ai commencé à utiliser voilà ces connaissances en coaching non plus au sein de la banque mais à titre personnel en fait, enfin à titre professionnel. Et, et à la suite de ça, en fait, c'est une de mes clientes. En fait, il arrivait régulièrement que j'ai des clientes qui me disent Gaëlle, c'est cool et les choses ont beaucoup amélioré, j'ai beaucoup avancé et tout. Et puis d'un seul coup, elle revenait à une séance et elle me disait patatras, il y a tout qui s'effondre, j'ai plus du tout confiance en moi, je suis au fond du trou, il y a rien qui va, j'ai recrié sur mes enfants. Enfin bref, le truc qui s'écroule un petit peu. Et dans ces moments-là, moi, j'avais tendance à dire mais t'en es où de ton cycle? Et j'avais régulièrement cette réponse qui est ah maintenant que tu le dis, effectivement. Et en fait, c'est une de mes clientes qui un jour m'a dit écoute Gaëlle, tu sais des choses que je ne sais pas sur cette histoire de cycle, il va falloir que tu me les expliques parce que visiblement il y a un truc. Et je lui ai répondu écoute, on va pas prendre une séance de coaching pour que je te parle, je te fasse un cours. Elle m'a dit ok, non c'est pas grave, tu sais ce que tu vas faire une réunion pour toutes tes clientes, comme ça fera pas une séance de coaching pour moi, puis j'aurai l'explication que je veux. Et en fait, je l'ai fait. Donc, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit. Enfin, j'ai suivi sa proposition. J'ai fait cette réunion. Déjà, ma grande surprise, les clientes sont venues. J'étais pas sûre que ça les intéresse. Voilà.
elles sont venues, et elles ont participé à l'atelier avec moi et toutes m'ont dit que ça avait changé quelque chose d'important dans leur vie à échéance de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu vois. Et là, j'ai commencé à me rendre compte de l'impact du truc. Moi, ça avait changé quelque chose sur ma vie à moi, de prendre conscience de ça, et ça pouvait changer quelque chose sur la vie des femmes. Donc voilà, après j'ai fait une conférence, j'ai monté une conférence qui s'appelait Être une femme, ça change quoi, dans lequel je parlais de tous les aspects sociétaux, de tous les aspects d'identité de genre, de comment, voilà, de tous les stéréotypes, etc. Et puis tout à la fin, l'air de rien, je glissais le cycle menstruel. Mais je le glissais un petit peu en loose day à la fin. Du coup, il était un peu mal vu par les personnes qui étaient là parce qu'elles comprenaient pas trop ce qu'elles se prenaient dans la figure. Elles comprenaient pas trop pourquoi elles recevaient ça comme ça. Et donc, Pourquoi? Parce que du coup, ça faisait, ce que j'avais l'impression que tu mentionnais un petit peu dans ton livre parfois que au début, ça pouvait être mal reçu parce que c'était insister sur une différence qu'on pouvait avoir avec les hommes, c'est ça? c'est exactement ça. Et c'est vrai que les personnes qui venaient à la conférence Être une femme, ça change quoi, il y avait un fort fond féministe revendicatif. Et why not? Il n'y a pas de problème. Mais du coup, de pouvoir mettre comme ça la différence physiologique sur la table et puis un plus un peu caché un peu à la fin, tu vois, donc sans vraiment l'assumer, bah forcément, ça crée des réactivités. Mmh. Donc oui, à ce OK. moment-là, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant mais on peut pas réduire les femmes à leur physiologie. Enfin, tu vois, des trucs assez réactifs comme ça. Et donc, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête de le mettre à la fin comme ça, qu'il fallait mieux que je le mette devant tout de suite, comme ça, les personnes qui viennent savent où elles sont et on peut vraiment parler du sujet. Et voilà, et puis moi, je me suis formée, j'ai interviewé des chercheurs qui avaient travaillé sur le sujet, j'ai fait une enquête auprès de plus de 2400 femmes, j'ai lu toute la littérature qui pouvait exister sur le sujet. Enfin, tu vois, je suis allée un peu plus en profondeur, je dirais, sur les choses. Et là, j'ai créé vraiment mon approche. D'accord. OK, donc il y a quand même eu ce déclic-là de coaching avec les clientes, la première réunion, puis la conférence et là tu t'es dit: «Je vais encore aller plus loin», Mmh. et c'était clair que tu allais passer de la conférence à, du coup tu as plusieurs choses. Tu as eu alors je sais plus dans quel ordre c'est arrivé, du coup. Il y a le livre, il y a, là les différentes formations, des masterclass, et moi, en fait, je t'ai découvert à travers, je sais plus comment, mais les sommets et je me suis, inscrite, à une newsletter et du coup, j'ai reçu les différents sommets que tu as pu faire dernièrement et j'ai pu assister qu'à un finalement, mais et puis après, il y a la communauté et donc du coup, là, récemment, j'ai enfin lu ton livre, un peu trop rapidement parce que du coup, je l'ai reçu trop tard, mais donc du coup, je vais le relire pour mieux l'appliquer et mieux le comprendre pour moi, mais du coup, comment tout ça s'est, comment dire? Ouais, goupillé. Alors, bah, j'ai commencé par faire des ateliers en présentiel. OK. Parce que c'était finalement ce qui avait le plus simple pour moi. En plus, ça me permettait d'avoir des feedbacks, donc c'était intéressant. Donc j'ai proposé, voilà, dans ma région, à Rennes, des ateliers en présentiel. Et il y a une quinzaine de femmes qui sont venues. Enfin voilà, on a petit à petit comme ça eu des personnes qui sont venues aux ateliers. Et puis ensuite, j'ai pris conscience que bah, si je le passais sur le web, j'allais pouvoir toucher plus de monde. Donc j'ai fait des ateliers en direct sur le web. Le premier atelier, il était gratuit et j'avais proposé dans un groupe d'entrepreneuses, euh, qui est des entrepreneuses qui le rejoignent pour pouvoir me faire du feedback et puis avoir voilà leur retour. Et donc il y a une soixantaine d'entrepreneuses qui sont venues à ce premier atelier en ligne gratuit. Donc c'était 3 fois 1 heure avec moi en direct et on parlait du cycle sur 3 semaines. Et en fait, elles ont été tellement contentes que c'est elles qui ont tout de suite envoyé leurs copines vers le deuxième épisode qui était payant, du coup, la deuxième session que j'ai fait juste après dans la foulée. Et c'est vraiment elles qui ont recommandé, voilà, cet atelier-là. Donc j'ai pas eu beaucoup d'efforts de communication à faire finalement entre les deux. J'ai fait comme ça 4 ou 5 sessions en direct parce que ça me permettait d'avoir le feedback, de voir les questions qui se posaient, etc. Et puis j'ai passé ça en ligne, en automatique avec un système de petites vidéos plus courtes, donc un peu plus digestes que 3 fois 1 heure, puisque c'est des petites vidéos qui font 5 minutes chacune. Donc ça, c'est le premier programme en ligne qui a été mis en ligne, et c'était la première base en fait, la première chose qui a été créée. Ensuite, j'ai fait un programme pour les jeunes filles à la demande Mmh. des mamans qui avaient suivi mon programme et qui disaient mais on n'arrive pas à parler avec nos jeunes, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose? Donc je l'ai fait à leur demande. Euh, et puis ensuite, il y a Larousse qui m'a proposé d'écrire un livre, donc je l'ai écrit.
Et les sommets sont venus après. Et donc aujourd'hui, et puis les ambassadrices aussi, qui sont un peu partout sur le territoire francophone et qui relaient, qui font des ateliers, c'est venu aussi après. Donc aujourd'hui, le mouvement Kiffe ton cycle, c'est effectivement des sommets en ligne. Donc il y a 3 sommets par an sur des thèmes différents. Là, le prochain va être sur la contraception. On a déjà fait le syndrome prémenstruel, le désir d'enfant, enfin voilà, des sujets qui sont connexes au cycle. À chaque fois, l'idée, c'est d'interviewer une vingtaine d'experts et de mettre à disposition gratuitement cet événement pendant une semaine. Et puis, les personnes qui le souhaitent peuvent acheter l'intégralité du sommet, mais disons que c'est un événement gratuit. Ensuite, donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sont effectivement les programmes en ligne, donc Kiffe ton cycle et Kiffe tes premières règles, et avec en connexe, je dirais, puisque c'est à peu près des contenus similaires, le livre, même si le livre est moins interactif et moins évolutif, parce que les programmes ont déjà beaucoup évolué depuis l'écriture du livre, alors que voilà, le livre il reste toujours au même niveau, quoi. Et puis le troisième niveau, effectivement, c'est qu'aujourd'hui il y a 37 ambassadrices qui font des ateliers Kiffe ton cycle un petit peu partout. Et demain, beaucoup plus, puisque là, la prochaine promo va s'ouvrir. Il y a déjà une vingtaine d'inscrites, donc voilà. Du coup, il y a aussi des formations pour les ambassadrices. Oui, tout à fait. Elles viennent se former. Elles se forment 6 mois en distanciel avec moi et elles viennent à Rennes pendant 5 jours pour parfaire la formation et apprendre à faire les ateliers. Trop bien. Donc, les ateliers qui sont autour de cette manière de comprendre son cycle et de surfer dessus. Du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement toute cette métaphore que tu utilises pour mieux comprendre les différentes phases de son cycle et même d'ailleurs comment elle t'est venue? Parce que je sais que tu as comparé à différentes manières d'imager et de faire une métaphore de son cycle avec les lunes, les représentations archétypales, etc. Et pourquoi tu avais choisi le surf? Eh bien, en fait, justement, quand j'ai commencé mes recherches, je suis tombée assez rapidement sur les représentations archétypales que sont la sorcière, la jeune fille, voilà, l'enchanteresse et je ne sais plus, et la vieille femme. Oui, Ouais, c'est ça. ça doit être ça. Non, oui, non, la mère. Il manquait la mère plutôt. Enfin bon, voilà, ces représentations archétypales. Voilà, tu viens d'avoir une illustration en direct. Je me perdais dedans en fait. J'arrivais pas forcément à accrocher une typologie de personnes et je me perdais un petit peu dedans. Ensuite, j'ai bien connecté avec l'idée des saisons, puisqu'effectivement, on va retrouver quelque chose qui ressemble fort à nos saisons dans le cycle menstruel. Sauf que moi, les saisons impactent énormément sur moi et du coup, c'était un petit peu compliqué d'imaginer que j'étais en été dans la saison de ma vraie vie et dans mon cycle menstruel, par exemple, j'étais en hiver. Tu vois, ce truc-là faisait un truc dans ma tête pas très clair. Donc voilà. L'hiver étant le moment où on a nos règles. On a nos règles, exactement, tout à fait. Donc en fait, voilà, c'est les représentations proposées globalement sur le cycle étaient des représentations dans lesquelles j'avais un peu du mal à me retrouver. Et comment est venue la métaphore du surf Je ne sais pas. Je pense que comme beaucoup, quand on crée quelque chose, ça nous tombe un peu dessus. Donc je pense qu'il y a de la poussière d'étoiles qui m'est arrivée sur la tête ce jour-là. Et puis voilà. Et en fait, j'ai pris conscience qu'effectivement, le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. Et que et vraiment à chaque vague succède une autre vague, ça s'arrête jamais. Il y a des vagues plus grosses que d'autres. Il y a des petites vaguelettes, il y a des tsunamis. Enfin voilà. Et pour moi, c'est un peu ça le cycle menstruel. On va en vivre à peu près 500 dans une vie. Et j'ai pris conscience que la proposition sociétale par rapport à ça, c'était de se prendre la vague dans la tête et puis d'être traversé comme on peut par cette vague d'énergie, d'émotion. Et puis de préférence de le gérer en silence. Alors certaines, ça fait vraiment machine à laver, l'impression d'être complètement brassée par ça. À peine le temps de reprendre leur respiration et puis la vague suivante se reprend, on se la reprend sur la tête. D'autres, elles ont juste l'impression de pas d'être à peine bousculées, voire rien du tout. Tu vois, ça va être très différent de l'une à l'autre. Mais n'empêche que la proposition de la société, c'est de vivre ça en silence. Et puis chacune dans notre coin. Et puis on sait pas que les copines, les voisines, les femmes qui passent dans la rue, même les hommes transgenres qui ont un cycle ou voilà, les personnes non binaires aussi qui ont un cycle. Enfin, on sait pas que toutes ces personnes partagent quelque part un vécu parce qu'on s'en parle pas. Donc voilà, se faire blackbouler et puis essayer de respirer comme on peut entre les deux. L'autre proposition de la société, c'est si la vague est trop violente ou si t'en as marre, tu prends la pilule, on va l'arrêter. Et puis c'est souvent la première proposition qu'on nous fait avant même de comprendre comment ça fonctionne d'ailleurs. C'est exactement ça. Ouais, non mais c'est vraiment ça parce qu'on n'a pas de solution. Enfin, on n'a pas de proposition de compréhension. Les médecins n'ont pas ce prisme-là. Et donc moi ce que j'ai découvert c'est que cette vague c'est une énergie
et que exactement comme les vagues de la mer, on peut l'utiliser pour surfer et donc pour vraiment se réaliser grâce à ça, c'est-à-dire utiliser profondément cette énergie pour se réaliser. Donc c'est là que j'ai découvert cette métaphore là, et il se trouve que le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que du coup pour moi qui ai une mémorisation un peu de processus comme ça, je trouvais que mémoriser le processus de la session de surf était beaucoup plus simple pour moi que d'aller mémoriser 4 choses que je trouvais indépendantes les unes des autres. Et puis surtout, quand on a envie de comprendre le cycle menstruel, souvent on essaye de s'embrouiller avec les différentes hormones, C'est quand ça. est-ce qu'elles arrivent, à quel moment. Et là, tu vois, je viens à peine de finir ton livre, vraiment à peine. Et en fait, c'est vrai que tu les présentes au début, mais comme il y a les phases aussi de surf, bah, j'ai retenu les phases de surf. C'est quand même bien plus simple que de retenir les différentes hormones, quoi. C'est Même clair. si, ok, il y a progestérone et oestrogène, mais il y avait aussi les FHS, etc. Et Mmh. j'oublie tout le temps à quel moment ça intervient et exactement quel effet ça a. Et c'est vrai que c'est hyper, et puis même c'est ludique, quoi. Ouais, C'est ça. OK. Moi j'aime bien ce qui est fun, j'aime bien ce qui est sympa et j'aime bien qu'on s'éclate quoi. Donc voilà. Et donc du coup, effectivement, j'ai découvert que comme ça fonctionnait comme une session de surf, que cette session de surf, c'est le chef de projet parfait pour réaliser nos projets, il fallait qu'un maximum de monde le sache. Donc en fait, le cycle menstruel, quand il commence, c'est la période des règles. Et en surf, quand on commence à surfer, on commence par être posé sur notre planche tranquille, à se demander dans quelle direction on va aller, à regarder les vagues derrière pour savoir laquelle on va attraper. C'est pareil en fait dans le cycle menstruel, c'est le moment où on est posé, le moment où on va se ressourcer, et puis le moment où on va prendre les décisions dans quelle direction on va aller quand on va se mettre en action. Et puis en surf, on commence à voir tout au loin une vague qui est en train de bomber, et on se dit celle-là on veut l'attraper, donc là on se met à ramer. Et dans le cycle menstruel, quand on rame comme ça, c'est la prise d'élan. C'est le moment où il va y avoir la remontée d'énergie après les règles. Donc là, c'est les oestrogènes qui arrivent et qui nous font vraiment remonter en énergie. Et cette prise d'élan, c'est la zone dans laquelle on va pouvoir se sentir faire plein de choses en même temps, dépiler toutes les to-do list, vraiment être dans l'action. Et puis, à un moment, on surfe comme dans le cycle, on se sent vraiment porté et on n'a plus besoin de ramer dans tous les sens. On peut se mettre debout sur notre planche, on peut rayonner, on peut interagir avec les personnes qui nous entourent, on peut parler de notre projet, on peut faire savoir au monde, communiquer avec le monde. Et ça va être la période de l'ovulation dans notre cycle menstruel. Donc, c'est la période où on va se sentir belle, on va se sentir pétillante, il va y avoir un boost de confiance en nous qui va être lié à la testostérone qui va être présent à ce moment-là. Et ce boost-là va nous permettre, d'aller parler aux gens et d'aller communiquer. Et puis, dans le cycle menstruel, comme on surfe, on va ensuite descendre dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est la période que j'ai tendance à dire la plus kiffante et la plus flippante. C'est la période qu'on appelle la période prémenstruelle dans notre cycle. Et donc là, on va avoir un cocktail d'œstrogène et de progestérone qui vont faire qu'on va se sentir ballotté entre une aspiration à faire des choses, à être dans l'action, et une aspiration à se recroqueviller dans notre grotte et à ne laisser entrer personne. Il va y avoir dans cette période du tube de la vague une tendance, un peu comme en surf où on voit plus le soleil parce que on est recouvert par le tube de la vague, à voir le côté noir des choses et à voir un petit peu les mauvaises choses qui nous entourent, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on veut changer? C'est un peu une phase d'audit aussi de notre vie. Et puis, comme c'est un cycle et que ça reprend, ensuite on va de nouveau se poser sur notre planche au moment où les règles arrivent. De nouveau, ça va être le moment du ressourcement. Donc le cycle, en fait, c'est une proposition, donc posée sur la planche, prise d'élan, debout sur notre planche, le tube. Et ça va nous permettre d'avoir une phase de ressourcement, de prise de décision, une phase de mise en action, une phase de communication, suivie d'une phase d'audit, avant de nouveau de se ressourcer, de se remettre en mouvement. Quand je te dis ça comme ça, je ne sais pas si tu vois venir un petit peu que en gestionnaire de projet, entrepreneuse que tu es, finalement, c'est la gestion d'un projet assez idéal. Ah non, mais c'est génial parce que du coup, même si j'avais déjà entendu un peu parler de tout ça, que ce serait pas mal d'organiser nos rendez-vous un peu en fonction de ça, de prévoir un peu notre humeur et notre capacité à communiquer. Là, c'était enfin clair quand je l'ai lu et même les termes utilisés se font très, projet ou entrepreneuriat selon où on se place et enfin ça marche dans tous les cas et c'est hyper agréable de se dire: «Ah, c'est un outil en fait, mes règles et mes hormones, quoi». En C'est fait, on a un coach ou un gestionnaire de projet, comme on veut, interne, gratuit, dispo H24, et on nous a appris à le pirater.
Ouais, là, tu te présentes comme une hackeuse du cycle, j'avais vu C'est parfois, je ça. trouve ça génial. Mais ouais, du coup, je me disais, enfin, comme tu as commencé, tu me disais tout à l'heure, à, par le coaching où c'était pas forcément en lien avec les menstruations, puis finalement dans tes clientes, c'était beaucoup d'entrepreneuses ou pas spécialement, tu me disais? Pas spécialement, mais en fait, la question de qui est entrepreneuse? Oui. Pour moi, toute personne qui fonde sa vie en mode projet est une entrepreneuse. Mmh. Que ça soit effectivement qu'elle le fasse à titre entre guillemets professionnel, que ce soit une entrepreneuse professionnelle, que ce soit une intrapreneuse. Moi, pendant 14 ans dans la banque, j'ai créé tous mes postes Oui, c'est vrai. sur des postes qui n'existaient pas. Je me suis sentie intrapreneuse. Donc, en fait, pour moi, voilà, toute personne qui entreprend sa vie en mode projet va pouvoir s'appuyer sur ses réalisations, quelles qu'elles soient. OK. Et donc du coup là, est-ce que, tu arrives à attirer, tout type de femmes, de clientes, pour les sommets, pour les ambassadrices, pour, heu, pour du coup ces formations? Est-ce qu'il y a une typologie de femmes particulière ou finalement, bah, les règles, c'est tellement universel que tu as pas de personae, type, tu vois? Ça serait idéal, mais non, en fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneuse, si on se passe de l'idée du persona, on se plante quand même royalement, je pense. Mmh. Donc bien sûr que mon rêve, et je continue de le poursuivre, c'est que l'éducation se fasse à tous les niveaux, dans toutes les strates, etc. Maintenant, il y a un plan de marche, on va dire. Et mon plan de marche, il est le suivant. J'avais la possibilité de me dire, je vais m'attaquer aux institutions, je vais absolument rentrer dans les écoles parce que c'est là qu'on change le monde, etc. Mais alors, ça voudrait dire y aller avec un bélier et essayer d'enfoncer des portes qui n'ont pas du tout envie d'être enfoncées. Pareil pour Moi, j'ai l'éducation pris sexuelle, ouais. voilà, exactement. Donc moi, j'ai pris une décision autre. J'ai pris la décision de poursuivre la politique du centième singe, c'est-à-dire de parler aux personnes qui ont envie de m'entendre. Donc une espèce de facilité, tu vois, je parle et m'écoute qui veut m'écouter, en Mmh. fait. Et je fais en sorte que ma voix porte de plus en plus loin pour toucher un maximum de monde dans la population, de personnes qui ont envie de m'entendre. Et en fait, à un moment, on arrive à une masse critique. C'est ça l'histoire du centième singe. Hein, c'est à quel moment il y a une masse critique dans la société de personnes qui sont informées pour que ça devienne normal dans toute la société. D'accord. Ah, je connaissais pas du tout cette métaphore du centième singe. OK. Alors cette métaphore, en fait, c'est que dans une île au Japon, il y avait des singes qui mangeaient des noix de coco d'une certaine manière en allant, enfin ils les mangeaient en les cassant, etc. Et il y avait du sable sur les noix de coco. Et il y a un singe qui a eu l'idée un jour d'aller nettoyer sa noix de coco dans l'eau avant de la manger. Du coup, il mangeait plus de sable. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il l'a dit à ses petits copains qui, pour certains, ont été dans la résistance au changement, d'ailleurs notamment les singes un peu âgés. Et puis les jeunes l'ont très vite suivi en mode « Ouais, c'est génial ce que tu fais ». Enfin bon, là, je fais clairement de l'anthropomorphisme en disant ça, parce que bien sûr, je n'y étais pas. C'est pour résumer un petit peu l'idée qu'on peut s'en Elle faire dans sort notre rien à population. voir, elle sort d'où cette histoire? Parce que je suis franco-japonaise et je connaissais pas ce mythe. Eh ben, je ne sais pas. Je sais que ça fait partie des choses qui sont pas mal véhiculées les mouvements New Age, mais OK, je veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas du tout d'où elle sort et je sais pas si c'est une vérité ou pas. OK, Mais mais bon, toujours ça peut est-il toujours que être l'idée c'est était qu'au ouais, bout d'un moment, il y a eu suffisamment de singes qui se sont mis à adopter ce comportement nouveau pour que tout le monde dans la population des singes soit informé qu'il existait et que surtout dans les autres îles alentours où a priori il n'y avait pas de connexion entre les populations, ils se mettent à adopter ce comportement-là. Donc là, est-ce que c'est quantique? Est-ce qu'en fait, on n'en sait rien, tu vois? Mais l'idée, c'est surtout de se dire, à un moment, il y a une masse critique qui n'est pas la majorité, mais une masse suffisante dans la population. On l'a vu avec le végétarisme, on le voit avec le flexitarisme aujourd'hui, on le voit avec d'autres choses. L'idée, c'est pas que tout le monde devienne végétarien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un végétarien, on n'a pas loin de lui, etc. On en entend parler. Il y a 10 ans, moi, quand je disais je suis végétarienne, les gens me regardaient avec des yeux, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu manges? Donc, tu vois, la différence, c'est ça. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir une majorité pour que tout le monde soit informé. Il y a besoin d'avoir une masse critique pour que tout le monde sache. Et donc là, mon but, moi, c'est de parler aux personnes qui ont envie de m'entendre, pour des raisons personnelles, pour des raisons de transmission. Il y a beaucoup de mamans qui se disent qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille et qui du coup viennent se renseigner, par exemple, pour des raisons diverses et variées, pour des raisons de douleur aussi. Il y a des personnes qui souffrent et qui du coup cherchent à régler leurs problèmes. Et donc toutes ces personnes viennent, entendent quelque part mon message, peuvent le diffuser autour d'elles, puisqu'elles le testent, elles voient que ça change quelque chose dans leur vie, donc elles le diffusent. Et à un moment, et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment, les personnes des institutions, qui elles-mêmes sont des êtres humains dans cette société, vont être informées de ça et vont venir me chercher. C'est ce qui s'est passé avec Larousse, parce que c'est pas moi qui ai démarché, tu vois, c'est eux qui m'ont contacté. Et je pense que c'est ce qui va se passer là dans pas très longtemps, parce que j'ai un ministère qui m'a appelé il y a pas longtemps. Enfin voilà, il commence à y avoir des contacts
avec des personnes qui, elles, ont le pouvoir de changer les choses à grande échelle. Mais tu vois, mon idée, c'est pas d'aller les convaincre. Donc aujourd'hui, mon persona, la personne la plus simple avec laquelle je puisse effectivement parler, sont effectivement souvent des femmes. Alors, il y a des personnes transgenres, mais c'est plutôt des femmes dans la façon dont je m'adresse à elles, qui ont entre 35 et 45 ans, qui ont bien souvent une fille avec l'envie de l'éduquer, et effectivement qui sont dans un parcours de développement, je dirais, personnel, de recherche pour elles-mêmes de mieux-être. Donc souvent, soit des cadres dirigeantes ou des cadres tout court, ou alors des entrepreneuses, effectivement. Ok. Et beaucoup d'entrepreneuses du bien-être, notamment. Ouais, parce que ça va avec, quoi. Oui, et puis que ça leur permet aussi d'accompagner leurs clientes et qu'elles sont aussi parfois désarmées face à ce qui se passe pour leurs clientes. Donc voilà, le persona. Après, ça veut pas dire, j'ai des jeunes filles, bah là, juste avant d'échanger avec toi, je répondais à une question d'une jeune fille qui nous a envoyé un DM sur Instagram, et c'est avec grand plaisir. Ok, trop bien. D'accord. Donc oui, ça peut être de tout âge finalement, quoi. Parce que c'était une de mes questions aussi, même si tu as ce persona principal, est-ce que tu ressens ces dernières années une sorte de, une mouvance peut-être de jeunes femmes, de jeunes filles, qui sont elles-mêmes plus qu'avant, plus que d'autres générations peut-être à la recherche de ces réponses si elles ne les trouvent pas au sein de leur famille ou de leur mère, qui vont elles-mêmes grâce notamment, justement à Instagram, moi je le vois au niveau de la sexualité, j'imagine que sur les règles, encore plus facile enfin entre guillemets parce que c'est pas cette limite d'âge légal et cetera, de s'intéresser aux règles et d'aller chercher soi-même les réponses et du coup de te contacter. Ouais, complètement. Bah, on sent qu'il y a surtout qu'elles sont complètement perdues parce qu'on leur a dit, oh là là, la pilule, c'est le diable, qu'elles ont quand même envie de s'éclater au niveau sexuel, et j'en suis ravie pour elles, vraiment. Et du coup, elles sont perdues dans ces moyens de contraception. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire. Il y a de nouveau des jeunes femmes qui, à mon sens, adoptent des comportements à risque qui étaient moins présents dans ma génération à moi parce qu'il y avait la pilule, et que du coup, on se mettait moins en risque d'avoir une grossesse inopinée. Et comme aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes femmes qui ne veulent pas prendre d'hormones, ce que je peux comprendre, mais qui n'ont pas encore la solution adéquate à côté. Donc oui, elles viennent se renseigner. Et oui, effectivement, quand on a ouvert le compte Insta, on s'est retrouvé avec plus de jeunes femmes que sur Facebook, où on était plutôt dans une communauté de femmes de mon âge. D'accord, OK, ouais, ça c'est intéressant. D'où aussi le sommet que tu as fait pour, Kiffe tes premières règles peut-être? Oui, complètement. Le sommet pour la puberté, là, c'était aussi pour accompagner les parents. Mais voilà, le sommet sur la contraception, on a aussi comme but de parler de toutes ces défaillances qui sont réelles, mais de comment y pallier sans mettre trop en danger, parce que l'air de rien, moi, je suis la première à penser que il vaut mieux avoir pris une pilule que de subir un avortement, tu vois. Donc, euh, Mmh. donc voilà, trouvons des solutions ensemble et continuons d'exiger des solutions meilleures qui n'existent pas encore. OK. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, dans tout le livre et puis même là, la manière dont tu en parles et tout, enfin, c'est normal, mais tu es toujours très positive et c'est le but de toute façon de Kiffe ton cycle, c'est de voir tout l'aspect positif que le cycle a plutôt que de voir tous les aspects négatifs que d'habitude on voit. Tu as ton aspect ludique avec cette métaphore, mais tu t'adresses quand même tu t'es attaqué en tout cas à un tabou qui l'est de moins en moins, mais qui l'est encore, avec, plein d'images négatives, plein de forces, voilà, obscures et est-ce que du coup, il y a des choses dont tu en as marre aussi? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce qu'il y a des choses dont des remarques, des obstacles, des critiques que tu as ces 2 questions, pardon, donc est-ce que tu as rencontré vraiment des obstacles et des critiques, que tu as surmontées? Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore te dire et qui t'agacent maintenant et que tu peux plus, passer outre, quoi? Mhm. Alors les critiques, oui, il y en aura toujours, et puis Bien sûr. ça, c'est pas un problème majeur. La première critique, mais qui est bien parce elle m'a obligée aussi à me positionner, à dire voilà, moi je suis ça là-dedans, qui est de me dire voilà, est-ce que tu ramènes les femmes finalement à leur essentialisme? Est-ce qu'elles sont prédestinées à une place dans la société parce qu'elles ont un cycle menstruel? Donc là, à ce niveau-là, ce qui a été intéressant, c'est que moi, ça m'a obligée à me positionner. Et moi, pour moi, c'est très très clair. On a une biologie qui génère effectivement des modifications, des fluctuations à l'intérieur de nous, et je trouve ça dommage de pas en prendre compte. Cette biologie ne justifie rien de notre place dans la société à aucun moment. Et clairement, pour moi, c'est deux choses qu'on doit déconnecter. Donc, j'ai pas un regard essentialiste sur les femmes, ni même sur toute personne portant un utérus. Mais par contre, j'ai un regard sur le phénomène biologique qui, à mon sens, quand il n'est pas compris, il peut poser un problème.
Et c'est se Donc ça, réapproprier c'est son corps finalement. exactement, c'est le comprendre, arrêter de lutter contre nous. On perd énormément d'énergie à lutter contre ce cycle, à essayer de faire bonne figure, à essayer d'être toujours égal à nous-mêmes, alors qu'on gagnerait, et c'est ce que je vis moi au quotidien, énormément d'énergie à accepter d'être comme on est finalement, et à s'aimer tout le temps. Parce que moi, je faisais partie de celles qui, à certains moments, disaient « je suis pas moi quand je suis comme ça ». Bah si, c'est toujours moi. Je suis moi quand je suis allongée sur le canapé avec mon plaid en pilou-pilou, et je suis moi quand je suis en petit tailleur et que je vais convaincre un banquier de me suivre, quoi. Je suis moi dans ces deux-là. Ok, d'accord. Donc voilà, et pour répondre à ce qui me met encore en colère, je crois que le truc qui me met le plus en colère, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est les jeunes filles qui ont 20, 22 ans, 23 ans, qui me disent qu'elles ont plus de règles, que leur cycle fonctionne pas, et que les médecins leur disent « Ah, c'est pas grave, le jour où tu voudras un enfant, tu viendras me voir ». Moi, ça, c'est un truc qui me révolte à un point monstrueux, parce que un cycle qui ne fonctionne pas, c'est un signal d'alerte qui devrait être pris en charge. On devrait chercher dans tous les sens pour comprendre ce qui fonctionne pas. Là, c'est envoyer directement ces futures potentielles mamans, si elles le souhaitent un jour le devenir, vers la procréation médicalement assistée. Et moi, je sais les dégâts que ça fait, la PMA. Pour moi, ça a été un parcours violent, physiquement, psychologiquement. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin, que ce soit pour moi, pour mon couple, etc. Et donc me dire qu'on continue d'envoyer des futures potentielles mamans dans ce parcours-là, juste parce que quand elles avaient 20 ans, qu'elles voulaient pas d'enfants, on leur a dit prenez la pilule, ça va réguler le cycle, alors que c'est totalement faux, et qu'on n'a pas cherché à comprendre quel était le problème. Ça, c'est un truc qui me révolte. J'ai juste envie de tordre le cou de tous les médecins qui continuent de faire ça. Voilà, le cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte. S'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème, et il faut trouver quel est le problème. Ok, d'accord. Bah, c'est hyper Donc clair. voilà, ça fait partie des trucs qui m'énervent encore très, très, très fort. Ça, et la deuxième chose qui m'énerve très fort, c'est les commentaires de personnes qui me disent il n'est pas possible de kiffer son cycle parce que je souffre tellement, c'est horrible, etc. Je suis pas en colère contre le fait qu'elles souffrent, hein, bien sûr. Je suis en colère contre cette position victimaire des femmes par rapport à leur cycle. C'est qu'à la fois on nous dit c'est comme ça, à la fois on nous propose pas de solution, et à la fois il y a une espèce de vivement la ménopause pour beaucoup. Ok. Et moi, cette posture de victime, elle m'insupporte, parce que je sais qu'il est possible, même pour des maladies, même pour des femmes qui ont de l'endométriose, donc là je pose les mots, tu vois, des maladies qui sont vraiment très douloureuses, qui posent des problèmes graves dans la vie de tous les jours, je sais qu'il est possible d'avoir une amélioration énorme, jusqu'au niveau où on n'a plus de douleur. Mais pour ça, ça veut dire que ça va pas être juste prendre des petites pilules et puis espérer que ça s'arrête, ça va être vraiment prendre sa vie en main. Mais kiffer son cycle, quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est complètement possible, et ça devrait être un peu l'objectif de toutes. Mmh. Et aujourd'hui, moi, ce qui me met en rogne, c'est ce fatalisme de oui, c'est comme ça, de toute manière, vu comment il me fait subir. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui victimes de leur cycle. Elles Et sont enfin, c'est un fatalisme qu'on nous apprend, enfin, en fait, on grandit oui, avec. Donc finalement, est-ce que c'est oui. vraiment leur faute? Tu vois? Enfin, Non, mais moi je les attaque pas ouais, elles. Ça m'énerve oui, de voir ce OK. discours ambiant. Non, non, bien sûr. Enfin, individuellement, je vais jamais dire à une personne t'es nul de penser comme ça, Touche-toi, parce que je sais bien que c'est issu de son éducation, de la mienne. Je veux dire, j'ai reçu la même chose. Voilà, bien sûr que je sais ça. Et ce qui m'embête, c'est qu'on en soit encore aujourd'hui à pouvoir transmettre ça à des jeunes filles, à pouvoir dire à une jeune fille qui souffre oui, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Prends les médicaments, souffre en prends silence, soin de essaye toi. de tenir. Voilà, non, non, en fait, non, ça c'est pas supportable. Qu'il y ait des femmes qui soient à la limite de se jeter par la fenêtre tous les mois parce qu'elles ont un trouble dysphorique prémenstruel, et que ce soit pas pris en charge, et qu'on leur dise juste prenez des antidépresseurs et au revoir. Non, non. Et aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent. Le simple fait de comprendre son cycle, parce que moi aujourd'hui, il y a plus de 3000 femmes qui ont suivi Kiffe ton cycle, des femmes qui ont de l'endométriose, des femmes qui ont un trouble dysphorique prémenstruel, des femmes qui sont dans des situations complexes, et qui me disent le simple fait d'avoir compris mon cycle m'a fait améliorer la situation. Ouais. Rien que ça. Ce n'est que ça, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas... C'est un gros déclic à faire, mais une fois que c'est fait, ça change, énormément de choses, quoi, et c'est assez immédiat finalement. C'est Mmh. ça. OK, mais c'est trop bien. C'est absolument, non, mais moi, ça fait un moment que je voulais me pencher plus là-dessus, et du coup, ton livre est
trop bien tombé, quoi. Donc, merci beaucoup. J'ai d'autres questions. Enfin, j'en ai plein en vrai, mais je vais pas te retenir trop longtemps. C'est quoi la suite, là, Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager sur les ambitions, l'avenir 2021 ou plus de Kiffe ton cycle? Les ambitions, c'est que les projets, les sommets regroupent toujours plus de monde parce qu'on sait comment les sommets ont pu changer la vie des personnes qui l'ont suivi. D'ailleurs, il n'y a pas que des femmes dans les sommets, soyons clairs, et pas non plus que des hommes transgenres. Il n'y a pas que des personnes avec des utérus dans les sommets. Il y a aussi des hommes cisgenres et qui sont. Il y a aussi des médecins qui viennent pour les sommets. Il y a aussi donc que ces sommets rassemblent de plus en plus de monde pour pouvoir diffuser, je dirais, les connaissances. C'est combien de personnes en gros un sommet? Sur le dernier sommet, il y a eu 19 000 participants. Ok. Voilà, les ambitions pour 2021, c'est qu'on touche les 100 000 participants minimum sur chaque sommet, quoi. Ok. Voilà. Donc ça, que un maximum de personnes découvrent le fonctionnement du cycle menstruel, donc passe dans Kiffe ton cycle, lise le livre, enfin tu vois, qui est du mouvement. Et puis on est en train aussi de développer, et bien sûr les ateliers, parce que les ateliers c'est tellement génial de passer du temps entre soi à une dizaine ou une quinzaine à pouvoir expérimenter ce que c'est que ces fluctuations du cycle, comment je les vis, à pouvoir parler avec les autres. Je sais qu'en ce moment avec la période du Covid c'est compliqué, mais ça va revenir. Moi je suis très mais en fait tu sais, tout à l'heure tu disais t'es toujours positive. C'est plus complexe que ça. Je suis pour apprendre que l'inconfort fait partie de la vie. Et donc, l'inconfort, je le mets aussi dans le positif, tu vois. Et donc, se retrouver en atelier, pouvoir parler de ces inconforts, par exemple, avec les autres et se rendre compte qu'on vit toute la même chose et qu'on est toutes dans cette espèce de vortex et pas toute seule dans notre maison à subir ce truc-là, ça change la vie des personnes, tu vois. Oui, non, c'était pas du tout une critique de dire que t'étais trop positive ou non, pas du tout. C'est juste que voilà, parfois, moi, je sais que je peux marcher un peu à la colère ou à la frustration pour en faire quelque chose de positif. Et du coup, c'était pour amener ma question, mais voilà. Ouais, j'avais pas pris ça comme une critique du tout. Non, c'était pour dire que moi, je suis vraiment pour considérer justement que tout ce qui est inconfortable fait aussi partie du processus et que plus on le partage avec les autres, mieux on le vit. C'est ça que je voulais dire. Et donc voilà ça. Et puis on est en train de développer des projets qui vont permettre plus aux femmes de se comprendre, enfin aux personnes menstruées en général, de se comprendre en apprenant à reconnaître leur ovulation, des trucs tout bêtes, ce qui est déjà sur notre blog. Mais demain il y a des outils qui vont permettre de le faire beaucoup plus accompagné, je dirais. Mais voilà, n'importe quelle personne qui commence à avoir son cycle menstruel devrait savoir reconnaître son ovulation. C'est tellement la base. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc on a des projets tech à partir de 2021 pour justement faire en sorte que ça soit de plus en plus facile de pouvoir se comprendre. Ok, et on va suivre la suite de près. Merci beaucoup Gaëlle. Et puis du coup, pour suivre Kiffe ton cycle, c'est on lit le livre, on suit sur Insta. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sur Facebook ou sur Insta, en fonction de là où on a envie d'être et où on aime bien. On va sur le site et puis on va faire un petit test. Il y a un petit test qui prend 2 minutes qui permet de savoir quelle est ma relation avec mon cycle. Sur le site. C'est souvent... Ouais, c'est sur le site kiffetoncycle.fr. Moi, c'est facile. Tu tapes Kiffe ton cycle dans n'importe quel moteur de recherche, tu trouves. Parfait. Donc voilà, et c'est vrai que ce petit test, il est sympa parce qu'il permet vraiment de dire « Ok, je prends conscience que j'ai cette relation-là aujourd'hui avec mon cycle menstruel. » Très bien. Et on va faire ça, je vais partager au maximum. Merci beaucoup Gaëlle. Je coupe. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.